Sigismund était un nom qui résonnait dans la Grande Croisade avant même que les ténèbres de l'hérésie d'Horus ne fassent de lui un objet de légende. Né sur Terra et élevé dans les Légiones Astartes alors que la Grande Croisade était à son apogée, il a gravi les échelons et gagné en renommée grâce à un simple fait. Il était un guerrier d'une létalité et d'une capacité inégalée. Sous le règne des Primarques, il n'y a peut-être jamais eu de guerrier plus habile au combat que lui. Sur les champs de bataille de centaines de mondes et dans les duels de chaque légion, il n'a jamais été vaincu. Le feu du croisé a toujours brûlé en lui, et si un guerrier pouvait incarner l'esprit de noble conquête de la Grande Croisade, c'était bien Sigismund. Ceux qui l'ont affronté dans le cercle des lames ou qui se sont tenus à ses côtés au combat parlent d'une furie enchaînée par une volonté de fer et d'un génie inhérent à la mort qui frise le surnaturel. C'est cette compétence et ce feu qui ont amené Sigismund à commander les Templiers de la première compagnie et à la position la plus élevée dans les Imperial Fists sous Rogaldorn lui-même. Sigismund n'était pas un homme porté aux émotions. Nombreux étaient ceux à le considérer avec une révérence mêlée de crainte, et certains l'estimaient mu par un zèle belliqueux, celui d'un guerrier fanatique de la Grande Croisade. Sigismund était toutes ces choses aux yeux des autres, mais il n'était qu'un impératif, une nécessité de son époque. Né sur Terra, Sigismund a eu une enfance dans les camps des tribus nomades du plateau d'Ionius. Le hasard et les circonstances avaient orienté dans une direction ce garçon originaire de campements itinérants, vif et rapide, qui savait encaisser les corrections que lui infligeaient les autres enfants, mais sans jamais se laisser briser. Il avait survécu seul des années après que la poussière et une fibrose du poumon eurent emporté son père. Plus tard, au début de l'hérésie d'Horus, il se rappellera l'odeur d'une douzaine d'épices au moins sur le vent, et aussi des traces de fumée, de poussière, et l'odeur annonciatrice de la pluie prochaine. Mais de cette brève enfance qu'il a eue, il ne se souviendra de rien d'autre. On ignore comment Sigismund est devenu un Space Marines et quel fut son parcours durant la Grande Croisade. Il devint néanmoins premier capitaine des Imperial Fists et bras droit du primarque Rogaldorn. D'une constitution robuste, Sigismund avait alors des cheveux d'un blond foncé et un visage patricien, où se retrouvaient les mêmes lignes austères que celui de son seigneur et maître. Durant la Grande Croisade, Sigismund est devenu un épéiste renommé, au point que la Légion des World Eaters le considéra comme un frère particulièrement méritant, ouvrant ses fosses de gladiateurs au premier capitaine de la 7e Légion. La notion de fraternité était dans le cœur des World Eaters, et avait mené la tradition de s'enchaîner toujours par deux dans les fosses gladiatoriales où on s'affrontait sous les acclamations des Space Marines. Les duellistes entraient sans armure, nus à l'exception d'un pagne, pour montrer qu'ils ne craignaient aucune blessure, et pour que chacun se batte selon les mêmes termes. Dans les entrailles du vaisseau amiral de la 12e Légion, le Conqueror, Sigismund, allié à un World Eaters d'Elvarus de la Triarie, remporta tous ses combats jusqu'au premier sang, et qui ne durait jamais plus de 30 secondes. Personne ne parvenait à faire le poids face à lui, personne ne s'en était même rapproché. C'est dans ce contexte que Sigismund rencontra le capitaine de la 8e compagnie d'assaut des World Eaters, Karn, qui, associé avec un World Bearers Argeltal, affronta Sigismund et Delvarus.
Sigismund jeta Karn à terre en 7 petites secondes, au même instant où Delvarus obtenait le premier sang sur la poitrine nue d'Argeltal. Néanmoins, le World Eaters et le World Bearers serrèrent leurs poignets pris dans le fer avec le premier capitaine, conclusion traditionnelle d'un bon combat gagné à la loyale. Sigismund comptera Karn comme un de ses frères de serment, terrible ironie en sachant qu'ils seront dans des camps opposés durant la guerre civile. Sigismund continuera alors à se forger une impressionnante réputation, affrontant en duel la fine fleur des combattants de la 12e Légion à la fin de la Grande Croisade. Il obtiendra un nouveau surnom qui le suivra pour le reste de sa vie, le Chevalier Noir, en hommage à ses prouesses, sa noblesse et son blason personnel. Sigismund affrontera en duel d'autres guerriers, notamment le premier capitaine des Night Lords, Iago Sevatarion, dit Sevatar. Ce fut le seul guerrier en plus d'un siècle de guerre à avoir jamais réussi à contraindre Sigismund au match nul. Le duel avait duré presque 30 longues heures dans la sueur, les jurons et le fracas du métal s'écrasant sur le métal. Devant plusieurs centaines de guerriers des Night Lords et des Imperial Fists venus les regarder, Sevatar avait fini par tricher, mettant fin à ce duel et s'étant du même coup disqualifié en assénant un coup de tête à Sigismund, lui défonçant le visage. Fidèle à sa nature, Sigismund n'avait fait qu'en rire, car s'il était connu pour sa fierté et son stoïcisme, il n'en avait pas pour autant perdu toute humanité ou tout sens de l'humour. En 990 M30, il affronta le talentueux épéiste des White Scars Jubal Khan dans un macrocratère du monde de Soutaris sous une pluie torrentielle. Après que les White Scars et les Imperial Fists aient combattu un ennemi commun, et sans le souhaiter, Sigismund se retrouva face à Jubal Khan qui jeta sa lame à ses pieds. Il comprit qu'il n'avait alors pas le choix que de celui d'accepter le duel. Sous le regard de 10 000 guerriers qui se tenaient sur les pentes du macrocratère, il se concentra sur la lame Guandao, une hallebarde de Jubal Khan. Face aux White Scars, il commença à enrouler une chaîne autour de son poignet, elle-même reliée à son épée. Cet acte interpella Jubal qui était interloqué par cette pratique, le narguant pour savoir s'il craignait de perdre sa lame, symbole dans sa culture de liberté, de vent et de foudre qu'on ne pouvait entraver. Les deux Space Marines s'affrontèrent une fois que le premier capitaine eut terminé de serrer la chaîne autour de son poignet. L'affrontement fut intense, les deux armes des deux duellistes n'étant plus qu'une tornade d'attaque et de parade. Sigismund fut digne de sa réputation aux yeux de Jubal Khan. Le White Scars parvint à trancher la chaîne au niveau de l'avant-bras de Sigismund avant de lui balancer un coup de pied en pleine tête. Mais l'épée du premier capitaine bloqua le second coup et para un déchaînement de coups rapides avant de voir une ouverture, blessant le White Scars au bras gauche. Jubal Khan reconnut alors qu'il ne pourrait battre Sigismund, celui-ci lui expliquant que son triomphe venait de sa concentration, le White Scars comprenant que lui manquait de joie. En 977 M30, dans le Temple du Serment, lieu sacré où figuraient les noms et serments de tous les Imperial Fists qui servaient ou avaient servi l'Imperium, dont il menait la veille comme templier au sein du titanesque vaisseau des Imperial Fists, le Phalanx, Sigismund rencontra Alaios, capitaine du 9e ordre des Dark Angels, l'un des meilleurs guerriers à avoir jamais manié une lame à la bataille. Alaios était venu lui parler suite à une dispute entre Rogaldorn et le primarque des Dark Angels, Lionel Johnson. Ensemble, les deux Space Marines discutèrent sur les risques d'un conflit entre des légions avant de menacer le Dark Angel qui tenta d'avancer vers les portes du Temple du Serment, interdit aux étrangers, et prêt à faire couler le sang au nom de son devoir. Le Dark Angel souligna qu'ils étaient plus que des guerriers, mais des champions de leur légion. Alaios et Sigismund s'entendirent sur le fait que si un conflit devait naître, ce serait à eux seuls de le régler. En 995 M30, Sigismund, portant une robe blanche sans manches ornée d'une croix noire, retrouva Karn, en kilt noir avec une corde en guise de ceinture, dans les cages de duel du Conqueror. Les deux Astartes s'affrontèrent,
l'Imperial Fist maniant son épée face aux 2 lames jumelles du World Eaters jusqu'à ce que Sigismund place sa lame sur l'artère du cou de Karn, remportant la manche. Karn affirma que Sigismund aimait ce lieu, ce que le premier capitaine nia bien qu'il y revenait toujours. Il regarda le World Eater sous-peser chaque arme sur un râtelier, Karn choisissant enfin une hache, avant de souligner la fratrie de l'imitation de la tradition de la 12e Légion adoptée par Sigismund, les yeux posés sur les anneaux de plastacier autour du poignet du premier capitaine. Sigismund lui raconta son duel avec Jubal Khan, expliquant que le White Scars comparait les chaînes à une prison. Puis le combat reprit, hache contre épée. Sigismund envoyant un coup dans le visage de Karn, qui répliqua en lui balançant un coup de tête, imitant Sévatar, avant que l'Imperial Fist ne pivote sur lui-même, en coinçant le poignet de Karn entre la poignée de son épée et son bras, et posait la pointe de son arme contre sa nuque. Karn fut satisfait de voir enfin Sigismund lâcher prise, bien que l'Imperial Fist critiquât sa trop grande exposition. Le World Eaters affirma que le duel n'était pas le style de combat de sa légion, et qu'il lui fallait exprimer sur un champ de bataille ses talents, un lieu de chance et de furie, loin de la rigidité et du devoir qui définissait tant Sigismund, qui affirma en retour que sans son code d'honneur, il ne serait rien. Karn espérait n'avoir jamais à affronter dans un vrai combat à mort le premier capitaine, car il serait alors obligé de le tuer, ou du moins d'essayer. La fin de la Grande Croisade fut marquée par le départ de l'empereur vers Terra, le maître de l'humanité débutant un programme secret dans les cryptes de son palais. Le primarque Horus Lupercal avait été nommé maître de guerre lors du triomphe du Lanor, faisant de lui le commandant en chef de toutes les armées de l'Imperium, même au-dessus des autres primarques. Rogaldorn accompagna quelques mois Horus, Sigismund à ses côtés. Puis, peu avant le départ des Imperial Fist vers Terra, dans le pont du vaisseau du maître de guerre, le Vengeful Spirit, Sigismund rencontra 2 membres de la Légion d'Horus, les capitaines Lunawolf Storgadon et Garviel Loken. Sigismund affirma à Loken que d'après lui, la croisade ne cesserait jamais, car plus les flottes impériales se dispersaient, plus elles découvraient de nouveaux mondes à conquérir, menant à un cercle sans fin de guerre. Le capitaine Torgadon taquina Sigismund en affirmant que la 7e Légion allait passer à côté des gloires futures en surveillant Terra face à des menaces qui à l'époque semblaient lointaines. L'idée de devenir les prétoriens de l'empereur, de fortifier le palais de Terra et d'en garder les remparts emplissait Sigismund de fierté, avant qu'un jour sa légion ne reparte en guerre. Sigismund se trouvait à bord du vaisseau amiral de sa légion, le Phalanx, en route vers Terra, aux côtés de son primarque quand Horus Lupercal fut corrompu par le chaos sur Davin, par les puissances de la ruine. Le maître de guerre complota ensuite pour renverser l'empereur et prendre sa place, ralliant à sa cause les primarques Fulgrim, Mortarion et Angron, et leur légionnaire Astartes à sa cause. Décidé à se débarrasser des éléments jugés comme loyaux à l'empereur au sein de ses 4 légions, Horus profita de la rébellion du monde impérial d'Isvan III pour envoyer l'ensemble de ses Space Marines loyalistes à la surface de cette planète pour officiellement écraser les rebelles. Mais officieusement, il s'agissait en réalité de les bombarder depuis l'orbite avec un virus dévoreur de vie qui transforma la planète en une désolation stérile, purgée de toute vie. L'hérésie d'Horus avait commencé par cet acte atroce. Mais un loyaliste de la Légion de la Death Guard était resté en orbite, le capitaine vétéran Nathaniel Garro, qui, comprenant la trahison d'Horus, s'était enfui sur une frégate de sa Légion, l'Eisenstein, en compagnie d'une poignée de loyalistes de la 14e Légion. Du Lunawolf Yacton Cruz, de littérateur Kirill Sinderman et des commémoratrices Mersadie Oliton et Euphrati Killer qui avaient été en première loge de la trahison sur le Vengeful Spirit. L'Eisenstein vécut un terrible périple dans le Warp, affrontant des monstruosités qui cherchèrent à l'empêcher de rallier Terra et prévenir l'empereur de la trahison. L'Eisenstein se retrouva à la dérive
et perdu dans une zone de l'espace après que son navigateur ait été tué suite au choc psychique d'une sortie warp d'urgence pour échapper aux entités de l'Empyrée qui avaient tenté d'envahir et d'éliminer Garou et ses hommes. En perdition, le capitaine de la Death Guard ordonna d'enclencher le compte à rebours d'autodestruction des moteurs warp de la frégate avant de les faire éjecter du vaisseau, dans l'espoir que l'explosion qui en résulterait dans l'immatérium agirait comme une sorte de balise et attirerait l'attention de personnes disposées à enquêter sur l'origine de cette explosion. Par chance, la flotte des hyperalphistes, qui avait été secouée par de terribles tempêtes warp inédites de par leur fureur, avait perdu tout point de repère et avait été déportée dans une région incohérente. Le Phalanx et la flotte de la 7e Légion se sont retrouvés encalminés dans l'œil d'un cyclone où tous les vaisseaux qui ont essayé d'en sortir furent disloqués. Mais grâce à l'explosion des moteurs warp de l'Eisenstein, les navigateurs des hyperalphistes ont pu retrouver un point de repère dans l'immatérium et sortir de l'ouragan. Dorn trouva le navire Death Guard en perdition et accueillit sur le Phalanx les survivants. Sigismund les accueillit dans le sanctorum du Primarque et assura à Garou que le courageux capitaine de l'Eisenstein serait réaffecté pour servir l'empereur. Lorsque Dorn expliqua avoir quitté Horus pour rejoindre Terra, le premier capitaine remarqua le malaise de Garou à la mention du maître de guerre. Sigismund reprit son primarque quand celui-ci évoqua aux survivants loyalistes les tempêtes warp qui avaient ralenti sa flotte, soulignant qu'il n'en avait jamais vu de telles, la première s'étant abattue sur eux dès le moment où ils avaient pénétré dans l'Empyrée, faussant toutes les routes de leur navigateur. Puis le premier capitaine, avec une cohorte de ses hommes, s'est tenu en alerte sur le pourtour de la salle, écoutant avec son primarque les péripéties expliquées par Garou et Cruz de la trahison d'Horus sur Is-23, la félonie des 4 légions renégates des Sons of Horus, des Emperor Childrens, de la Death Guards et des World Eaters. Avec ses hommes de la première compagnie, Sigismund s'est tenu aussi immobile qu'une statue, son visage demeurant stoïque malgré la portée de ce qu'il entendait. Lorsqu'il apprit que ce fut le capitaine Garviel Loken qui, avant d'être envoyé mourir sur Is-23, avait demandé à Cruz d'emmener Kirill Sinderman, Mersadi Oliton et Euphrati Killer, Sigismund interrompit Garou pour rappeler qu'il avait discuté avec le Luna Wolf, le qualifiant d'esprit solide, quoique un peu naïf, mais avec des principes. Une fois le récit de Garou terminé, Rogaldorn n'en crut pas un mot, au point d'être à 2 doigts de tuer le Death Guard. Mais lorsque Euphrati Killer, accompagné de Sinderman et d'Oliton, arriva soudainement, elle proposa à ce que le projecteur hololithique relié au crâne d'Oliton montre tout ce que la série de bobines mnémoniques implantées dans la commémoratrice avait enregistré. Sigismund regarda, grimaçant de dégoût, Horus ordonner le bombardement viral d'Is-23, confirmant la trahison du maître de guerre. Le premier capitaine demanda à Dorn ce qu'il devait à présent faire, se voyant ordonné par son primarque de rassembler les capitaines des hyperalphistes et de les informer de la trahison sans en ébruiter davantage. Il resta préoccupé de l'état de Dorn, profondément affecté par cette situation, le laissant seul dans son sanctorum. Plus tard, dans une chambre d'audience du Phalanx, Sigismund refit face à Dorn avec les hauts officiers de la Légion, Garou et Cruz ayant été invités par le premier capitaine à l'entretien. Dorn apprit à ses officiers la trahison d'Is-23 et qu'il était de son devoir de prévenir l'empereur. Sigismund reçut l'ordre de prendre le commandement direct du reste de la Légion et de la flotte de guerre et de partir vers le système d'Isvan sous les auspices d'un déploiement de combat, de s'y considérer en territoire hostile, de porter secours à ceux de ses frères qui seront restés loyaux à l'empereur et d'en apprendre davantage sur ce qui s'était passé sur ces mondes. Le visage pâle comme la cendre, le premier capitaine écouta son seigneur affirmer qu'Horus allait devoir répondre de ses actes. Sigismund se prépara à envoyer une partie de la flotte dans le système d'Isvan comme Dorn le lui avait ordonné. 561 vaisseaux et 300 compagnies allaient partir punir les renégats sous son commandement. Mais c'est alors que le premier capitaine décida de se promener dans les ponts inférieurs du Phalanx. Il ignora pourquoi il se dirigea dans les couloirs,
à part peut-être qu'il souhaitait avoir le désir de trouver un peu de paix. Il atteignit les quartiers où étaient cantonnés les civils ayant accompagné Garrow, mais l'endroit était désert, au point qu'il se pensa seul. Puis, il rencontra la commémoratrice Euphrati Killer, rescapée de l'Eisenstein, qui apparut derrière lui en robe blanche, à 5 pas à peine, le Templier ne l'ayant même pas entendu approcher. Sigismund savait qu'une sorte de culte s'était formé autour de la jeune fille, une violation dangereuse de la vérité impériale qui était alors en train de commencer à s'effriter pour donner naissance dans le futur au credo impérial dont Killer deviendra une des premières saintes. Killer regarda le premier capitaine comme si elle l'attendait, comme si elle savait déjà qu'il viendrait. Avec un sourire, elle vit que l'Imperial Fist s'interrogeait avant de le mettre face à un choix qui allait changer ou non le futur et l'avenir de sa légion. Totalement figé, Sigismund écouta Killer lui affirmer qu'il devait choisir sa place, celle de partir avec la flotte comme on lui avait ordonné, ou rester aux côtés de son père génétique lors de la fin de tout ce qui a été. Alors le premier capitaine eut une vision qui lui montra des vaisseaux au firmament, si nombreux que le ciel était de fer. Un déluge de feu comme une pluie de mousson, et des montagnes de cadavres en armure si hautes qu'elles cachaient les titans qui marchaient entre elles. Des ennemis par centaines de milliers, par millions, une horde innombrable qui se déversait par les brèches des remparts brisés. Il aperçut un ange aux ailes rougies par le reflet de l'immense bûcher qui engloutissait un palais dans ses flammes. Il vit des Imperial Fists brisés, ensanglantés, basculant du haut des murailles noircies, dégringolant en cascade et des colonnes de fumée si hautes qu'elles caressaient le ventre blindé du ciel. Killer prophétisa un univers plongé dans une guerre sans fin, où l'Imperium se serait retourné contre lui-même. Enfin, il vit sa mort, son propre corps gelé, flottant en lisière d'un système stellaire oublié, dans un futur impossible à déterminer. Il demanda à la commémoratrice quelle était l'autre voie à suivre, la jeune femme lui répondant que c'était la mort et le sacrifice, très loin, sous les rayons d'une étoile inconnue, seule et oubliée de tous. Sigismund demanda alors la permission de rester à ses côtés. Le primarque devenu le prétorien de Terra, chargé de fortifier le palais impérial pour affronter Horus et les traîtres si jamais ils arrivaient, accepta. La flotte, avec un tiers de la 7e Légion, partit vers Isvan, sous le commandement de Yonad, le meilleur maître de flotte des Imperial Fists, avec son meilleur élève et héritier désigné, Alexis Pollux. L'hérésie d'Horus s'accéléra brutalement lorsque le centre du Mechanicum, la puissante organisation gérant la technologie impériale, Mars, sombra à son tour dans une guerre civile, le fabricateur général Kelbor Hall se déclarant partisan du maître de guerre, formant ainsi le Mechanicum noir. Les traîtres prirent le dessus et en apprenant le désastre, Dorn convoqua Sigismund qui le rejoignit au sommet de la plus ancienne forteresse de Terra, le cylindre rocheux et irrégulier du bastion de Bab, qui s'élevait au plus haut du toit du monde. Le primarque lui annonça que Mars était sur le point de tomber et qu'il avait pour mission de faire le nécessaire pour défendre Terra en s'emparant des armures des forges de Mundus Oculum et de Mundus Gamma avec 4 compagnies et le capitaine Cambadias pour l'accompagner. Sigismund, comprenant que Dorn voulait que Cambadias tempère son humeur, s'exécuta. À la tête des 4 compagnies et de troupes auxiliaires de l'armée impériale afin de sécuriser les forges Mundus Oculum et Mundus Gamma, des forges qui produisaient la plus grande partie des armures et des armes de l'Astartes. Sigismund se rendit sur Oculum, principale productrice de matériel pour les Astartes à la tête de ses compagnies, et fut accueilli avec soulagement par Zagreus Kane, le second du Mechanicum qui était resté fidèle à l'Imperium. Sigismund récupéra le plus possible de munitions pour les rapatrier sur Terra, tandis que près de 2000 appareils, des Stormbirds, des Thunderhawks et des navettes de l'armée impériale, commandés par Cambadias, s'abattaient sur Gamma, en profitant de la couverture que leur procurait une tempête de cendres poussée par les vents.
Mais les Imperial Fils de Cambadias connurent moins de chance à Gamma, car ils furent repoussés en subissant de très lourdes pertes. Tandis que ces hommes travaillaient à évacuer le plus d'armures, d'armes et de munitions possibles, ils furent rejoints par Kane, en qui le premier capitaine avait reconnu les efforts pour assurer un transfert aussi organisé que possible des productions de sa forge vers les vaisseaux qui attendaient sur leur ancrage orbital. Il apprit à Kane les difficultés rencontrées à Gamma avant d'écouter le rapport du fabricateur général supplétif qui avait réussi à évacuer 12 000 armures Mark IV et 2 fois plus d'armes. Sigismund ordonna d'aller plus vite, car la surveillance orbitale avait détecté le déplacement d'une importante force ennemie arrivant sur leur position. 2 légios titaniques réunissant près de 60 titans. Sigismund fut tenté de se battre, mais obéissant aux ordres initiaux de Rogaldorn, il décida de renoncer, au grand désarroi de Kane, qui rappela que si sa forge tombait, les loyalistes n'auraient plus les moyens de se procurer de nouvelles armures. Sigismund coupa court au débat lorsqu'un tir ennemi toucha une tour de la forge, son effondrement ravageant des kilomètres carrés de paysage industriel. Le pilonnage ennemi s'intensifia et Sigismund aperçut un bataillon de 6 titans warlords avancer vers Mundus Oculum. Le premier capitaine ordonna un repli immédiat et fit comprendre à un Kane médusé que sa forge était perdue. Il lui ordonna d'embarquer car à présent Zagreus Kane était le nouveau fabricateur général reconnu par l'Imperium. Quittant Mars, Sigismund laissait les derniers loyalistes face à leur destin. De retour sur Terra, Sigismund sentit que l'incertitude et la peur semblaient grandir chaque jour dans les esprits, comme si Terra tout entière retenait son souffle dans l'angoisse de découvrir où s'abattrait le prochain coup. Rogaldorn avait envoyé les légions Space Marines des Iron Hands, des Salamanders, de la Raven Guard, des World Bearers, des Iron Warriors, des Night Lords et de l'Alpha Légion écraser les 4 légions renégates sur le monde 10-25. Alors qu'il lisait des rapports dans la chambre des cartes du palais impérial, centre de commandement de Dorn qui était en train d'écouter le maçon de guerre impérial Vadok Sink lui décrire les fortifications qu'il se proposait d'ajouter au plateau d'Awalagiri, l'astropathe Armina Fell, escorté par 4 custodiens, arriva en pleurs. Fell avait déjà apporté un nombre incalculable de messages aux primarques, mais aucune n'avait jamais nécessité une escorte. Fell annonça avoir reçu un message d'Isvan. Dorn s'avançant à sa rencontre sous les yeux du premier capitaine, bras tendus. Doucement, il lui prit le visage et lui releva le menton jusqu'à ce que ses orbites vides le regardent et lui demanda ce qui s'était passé. Fell se reprit et annonça que l'armée de contre-offensive impériale avait été massacrée sur Isvan V, que les primarques Vulcan et Corvus Corax étaient portés disparus et que le primarque Ferrus Manus avait été tué. Les Night Lords, les Iron Warriors, l'Alpha Légion et les World Bearers s'étaient rangés aux côtés d'Horus Lupercal. En entendant ce désastre, Sigismund se crut assommé, anesthésié, comme si ce qu'il venait d'entendre lui avait ôté toute sensation. Il repensa à Killer et comprit que c'était le commencement de la fin. Si 4 légions de plus pouvaient se retourner contre l'Imperium, pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres? Il trembla, ses muscles tendus comme des cordes sous son épiderme balafré frémissaient et il se demanda brièvement s'il s'agissait de peur avant de comprendre que c'était la haine. Rogaldorn, devenu de marbre, ordonna à Sigismund de débusquer les derniers de ces nouveaux traîtres qui se dissimulaient encore dans le système Sol, de les capturer ou de les tuer. Quant à la flotte des Imperial Fists partie punir les renégats, ordre fut donné de les prévenir de rebrousser chemin immédiatement, ces derniers recevant la missive après la terrible bataille spatiale de Fall contre les Iron Warriors. Plus tard, Sigismund se rendit dans l'Investiaire, le lieu où étaient exposées les statues des primarques, ceux des traîtres ayant été dissimulés par des voiles blancs. Il y retrouva Rogaldorn, perdu dans ses pensées, et qui en l'apercevant lui affirma que l'Imperium survivrait à cette trahison. Puis, mal à l'aise, Sigismund osa expliquer à son père génétique pourquoi il avait refusé de prendre la tête de la flotte pour aller mener la guerre sur Isvan. Face à un Rogaldorn devenu de marbre qui le dévisageait,
Sigismund lui raconta sa rencontre avec Euphrati Killer, sa vision et le choix qu'il avait fait. Mais pour Dorn, le premier capitaine avait désobéi à son ordre non pas pour des raisons compréhensibles et rationnelles, mais par orgueil et par superstition, et qu'il avait cru au mensonge de ce qui était à ses yeux une falsificatrice, une démagogue qui prétendait répondre à des pouvoirs allant à l'encontre de la vérité impériale. Sigismund s'agenouilla devant son primarque furieux, dégainant son épée et affirmant que sa vie appartenait au prétorien qui s'empara alors de son épée et la fit tournoyer si vite que Sigismund ne perçut qu'un vrombissement et un mouvement flou. Dorn abattit la lame dans le marbre poli à près d'1 pied de profondeur. Le primarque refusait d'accorder une fin si facile au premier capitaine, mais déclara que personne ne devait jamais savoir ce qu'il avait fait, ne pouvant permettre que la peur et l'orgueil sèment le doute dans les rangs de sa légion. Sigismund se vit ordonner qu'il devrait porter seul sa honte. Il conservait son rang et sa position, mais il ne devrait jamais parler à personne de cette conversation avant de lui rugir qu'il n'était pas son père. Cette dernière déclaration ébranla Sigismund qui s'écroula. Il ne ressentit plus rien alors qu'un vacarme retentissant lui emplissait le crâne, celui d'un cri de souffrance et d'affliction, la clameur déchirante d'un sentiment oublié par une âme qui n'était plus humaine depuis si longtemps. Dorn partit et le premier capitaine se sentit perdu, mais il reprit courage et se jura de ne pas échouer dans sa tâche. Suite à la guerre civile de l'hérésie d'Horus, le primarque des Ultramarines, Robert Guilliman, décréta que les légionnaires Astartes devaient se diviser en chapitres de 1000 guerriers afin d'éviter que quiconque puisse plonger de nouveau l'Imperium dans un désastre similaire à celui de la Grande Hérésie. Rogaldorn résista à cette réforme, mais la raison l'emporta et les Imperial Fists furent divisés en 3 chapitres. L'un garda le nom de l'ancienne Légion. Le second fut les Crimson Fist menés par Alexis Pollux. Et le troisième fut les Black Templars. Ce fut la 2e fondation, et Dorn désigna Sigismund pour diriger les Black Templars qui adoptèrent dès lors la livrée noire et blanche. Sigismund, qui avait été choisi pour être le champion de l'empereur pour sa foi ardente et son extrême dévotion envers l'humanité, décida qu'un acte de foi sans précédent était nécessaire. En tant que nouveau grand sénéchal des Black Templars, il déclara qu'une fois que ces guerriers auront quitté Terra, ils mettront en œuvre une croisade implacable contre les ennemis de l'empereur, afin que leur loyauté ne fût plus jamais mise en doute. Ce vœu sera renouvelé par tous ses successeurs et engendrera la plus importante et la plus longue croisade Space Marines que l'Imperium ait connue et connaît encore. Cette croisade perdure sans interruption depuis 10 000 ans. Au lieu de s'établir sur un monde, Sigismund décida de sillonner inlassablement les étoiles dans ses flottes spatiales pour éliminer chaque nouvelle menace envers l'humanité qu'il croisait. La première croisade du chapitre de Sigismund fut menée contre les forces du chaos dans le système Donatello. Au cours d'une de ses ultimes campagnes de la Purge, une force de Night Lords qui menait une action d'arrière-garde pour permettre à ses alliés de s'échapper dans l'œil de la terreur fut totalement éradiquée. Des siècles après le siège de Terra, les Space Marines renégats étaient devenus des légendes quasi inconnues par le peuple de l'Imperium. Les traîtres ayant disparu depuis leur retraite dans l'œil de la terreur, l'immense déchirure dans la réalité qui menait droit dans le royaume du chaos. Tous les avaient oubliés, sauf Sigismund. À la tête de son chapitre des Black Templars, le grand sénéchal patrouilla aux alentours de l'œil de la terreur, attendant patiemment que les traîtres reviennent. Sa patience fut récompensée lorsqu'une importante armada renégate sortit enfin du royaume cauchemardesque, avec à sa tête l'homme que Sigismund voulait abattre plus que tout, Ézéchiel Abaddon, alors devenu nouveau maître de guerre et héritier d'Horus. À peine la flotte des traîtres arrivée dans l'espace réel, la flotte des Black Templars fonça vers l'armada d'Abaddon qui dirigeait sa force depuis le Vengeful Spirit. Sigismund mena l'assaut depuis le pont de son vaisseau amiral, l'Eternal Crusader, et envoya une transmission externe directement sur le pont du Vengeful Spirit,
sa silhouette en armure noire apparaissant devant Abaddon, assis sur un trône à bord de son vaisseau amiral et tenant sa lame, l'Imperator Rex. Abaddon exprima sa joie sincère de retrouver Sigismund, guerrier qu'il admirait sincèrement, mais le grand sénéchal ne lui répondit pas, se contentant d'embrasser la poignée de sa lame et de la presser contre son front, récitant une litanie de la haine. Sigismund toisa le fléau et ses hommes comme s'ils n'étaient qu'une bande de barbares hurlants, et ne donna qu'un seul ordre, celui d'attaquer. L'Eternal Crusader et le Vengeful Spirit se canonnèrent, leurs flottes respectives s'affrontant dans ce qui fut la première incursion du chaos dans la porte cadienne et la première bataille de la longue guerre, la première croisade noire. Abaddon était bien décidé à aller affronter Sigismund, le vieux Space Marine étant resté l'incarnation de tout ce que le maître de guerre combattait. Le grand sénéchal était une légende impériale incarnée avec sa garde Terminator. Le fléau aborda l'Eternal Crusader, se traçant un chemin sanglant jusqu'au trône de Sigismund, qui était alors assis, entouré de corps de Space Marines du chaos qu'il avait massacrés. Lorsqu'il vit Abaddon et ses hommes face à lui, le grand sénéchal constata enfin leur retour, montrant qu'il avait supporté le passage des siècles que grâce à sa volonté de châtier les renégats jusqu'au dernier. Son tabard maculé de taches de sang issues des cadavres des traîtres qui gisaient sur le sol de sa salle du trône et entouré de ses frères d'épée qui faisaient face aux hommes épuisés du fléau, Sigismund se leva tandis qu'Abaddon s'avança à sa rencontre, faisant signe à ses compagnons de baisser leurs armes, imité par Sigismund qui fit le même signe à ses hommes. Sigismund expliqua au fléau que depuis la bataille de Terra, il l'avait traqué jour et nuit durant des siècles, massacrant tous ceux qui osaient se mettre sur son chemin. Puis Abaddon jeta alors son épée au sol, suppliant Sigismund de ne pas le forcer à le tuer et lui proposant de le rejoindre car l'Imperium appartenait selon lui aux Astartes qui avaient conquis la galaxie et que les idéaux auxquels il s'était battu avaient été pervertis avec le temps. Plein d'honneur, Sigismund lui refusa le droit de parler du destin de l'Imperium qu'il avait ravagé durant la guerre de l'hérésie d'Horus. Mais Abaddon persista, soulignant qu'il s'était rebellé pour empêcher la tyrannie de l'empereur de s'exercer sur la galaxie et que le maître de l'humanité se serait débarrassé des Space Marines une fois la grande croisade achevée. Pour seule réponse, Sigismund dégaina l'épée noire et la leva pour saluer Abaddon qui brandit en retour sa propre épée. Leurs lames se croisèrent sous les yeux respectueux des Astartes loyalistes et renégats. Sigismund combattit avec une précision glaciale, alors qu'Abaddon était la passion et le feu. Le grand sénéchal restait encore un épéiste légendaire malgré la vieillesse qui le ralentissait, ses talents étant tels que même le fléau vit qu'il aurait pu affronter n'importe quel Space Marines malgré le poids des ans. Malheureusement, Ezekiel Abaddon était lui aussi un guerrier formidable. Il se rua sur Sigismund en rugissant et crachant pour lui asséner des coups amples et puissants de sa lame et de la griffe d'Horus qu'il avait prise à son primarque défunt. Ne se fatiguant ni ne ralentissant, Sigismund planta soudainement son épée jusqu'à la garde à l'intérieur du torse du fléau, conscient que cela allait le mettre à portée de la griffe d'Horus. Abaddon le trancha alors en deux avec l'arme qui avait tué 2 primarques et blessé l'empereur à mort. Mais Sigismund survécut à ce coup mortel. Le maître de guerre s'agenouilla auprès de lui, et malgré ses poumons morts dans son dernier souffle, Sigismund prophétisa à Abaddon qu'il mourrait comme son père génétique, sans âme, sans honneur, en sanglots et couvert de honte. Puis, blessé mortellement, le fléau fut traîné par ses hommes hors de l'Eternal Crusader. Le corps de Sigismund fut emmené avec celui du fléau mortellement blessé à bord du Vengeful Spirit alors que les 2 flottes s'éloignaient l'une de l'autre, blessées. Alors qu'Abaddon le fléau débutait sa première croisade noire dans le Segmentum Obscurus, il décida que la longue guerre qu'il allait mener pendant les 10 prochains millénaires contre l'Imperium devait être déclarée en bonne et due forme à l'Imperium.
Cette déclaration allait se faire dans un geste étonnamment respectueux et formel. Ce fut le corps de Sigismund qui servit de missive. Un conclave solennel fut réuni autour de son corps posé dans un cercueil, un des vaisseaux des Black Templars capturés lui servant de mausolée. Puis son cercueil fut transporté avec respect et déposé sur l'un des postes de commandement de la Black Legion, où Abaddon lui-même s'assura que l'épée noire, l'arme du vieux Space Marines qui avait lacéré sa propre armure, se voit gravée par un de ses sorciers, le Thousand Suns Iskandar Kayon, d'un message sur le tranchant. Puis il redéposa l'épée sur le corps de Sigismund en refermant ses mains autour du manche, le fléau lui essuyant la majeure partie de la barbe barbouillée de sang avec soin, avant de toucher la cicatrice sur son propre visage, celle laissée par la lame de Sigismund, une marque qu'il porterait pour toujours. Enfin, un destroyer léger fut équipé de servitors et d'esclaves sacrificiels. Ces banques de données contenant toutes les informations disponibles de la première bataille de Cadia depuis l'émergence de l'œil jusqu'à la chute des Black Templars, y compris les images de la blessure d'Abaddon et de la mort de Sigismund telles qu'enregistrées par les casques des Black Légionnaires. Le petit vaisseau rapide s'éloigna de la flotte renégate et perça un trou dans la réalité avant de plonger dans le warp pour entamer son long voyage retour vers Terra. Le corps de Sigismund rejoindra alors le berceau de l'humanité. Et les hauts seigneurs de Terra reçurent le message d'Abaddon, inscrit sur la lame de l'épée noire, qui annonçait une terrible vérité. Nous sommes de retour. Ainsi s'acheva l'histoire du tout premier champion de l'Empereur.